Après avoir claqué la porte du cabinet de Mark Carney l'automne dernier après la signature d'une entente permettant à l'Alberta de construire un oléoduc, notre invité de la semaine vient d'annoncer sa démission après une série de reculs en matière environnementale au sein du gouvernement libéral fédéral où il siégeait comme député. Au terme d'une aventure politique tumultueuse de 7 ans, Stephen Guilbeault retournera-t-il grimper la tour du CN ou le stade pour nous sensibiliser à l'urgence d'agir? À suivre. En attendant, salut Stephen. Bonjour. Bienvenue dans notre bunker. Merci. Ouais, il me semble que, je sais pas, la dernière fois, c'était les sofas, tout ouais, ça. ouais. Il s'est passé quelque chose. Je vais le dire officiellement parce qu'il faut rendre à César. C'était un peu l'entrevue zéro de cette série balado-là parce qu'on avait fait ça, nous, dans le sofa en haut. Et je trouvais que le ton était bon. Puis il n'y a pas juste moi qui trouvais ça. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont trouvé ça. Et après ça, ça l'a mené à la création de cette série d'entretiens-là que je fais. Donc, voilà. Il y a un peu de toi dans mon triomphe de podcasteur. Très heureux de l'entendre. Stephen, ma première question s'impose sans être très originale. Je veux savoir comment ça va? Ça va bien. Oui? Oui, c'était une décision qui était difficile, mais c'est une décision que j'ai mûri pendant un bon bout de temps. Puis, honnêtement, la décision de quitter le parti et mon siège de député, cette réflexion-là a commencé quand j'ai quitté le cabinet, il y a 6 mois. Donc, c'est pas quelque chose de soudain, c'est pas quelque chose de je suis pas brusqué là-dedans. Là. J'ai eu du temps pour mûrir tout ça. On sentait là, que justement ça s'en venait et que c'était une question de temps. Il n'y a pas personne qui tombe en bas de sa chaise. Es-tu zen avec cette décision-là? Mais quelques jours plus tard? Oui. Oui? Oui. OK. Est-ce que tu t'attendais à ce qui est arrivé? Il y a eu beaucoup de réactions, il y a eu beaucoup des bonnes réactions dans l'ensemble, quelques mauvaises. Danielle Smith, elle m'a souhaité le meilleur pour la suite des choses. C'est probablement la plus belle chose qu'elle ait dite sur moi. Ben, en fait, là, tu devances mon pacing de questions, mais non, mais maintenant, parce qu'on va banter, mais dans la catégorie pas mal les pires réactions, le pire hommage, je pense qu'elle a une mention spéciale. Elle a dit « Je lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs ». C'est correct. C'est pas si pire que ça. Non. Venant de Danielle Smith? Oui, non, quand même. Fait que finalement, c'est courtois. On peut dire courtois. Dans la catégorie pire hommage, peut-être les conservateurs de Pierre Poilievre qui ont plutôt rappelé tes frasques militantes. Là. J'en faisais mention. En inventant certaines. Ah oui, la résidence de... Je n'étais pas sur le toit de la résidence du premier ministre Ralph Klein en Alberta. Je n'ai pas été arrêté pour ça. J'ai été arrêté pour d'autres choses à cette époque-là que j'ai fait. Mais je vais devoir envoyer un message à mon collègue conservateur pour lui dire de faire ses recherches. Il me semble qu'il devrait être bon, eux autres, en plus, dans « Faites vos recherches ». Oui, on est dans... Là, il les a pas faites du tout. Non. On est dans une époque de désinformation. J'espère que tu vas rectifier le tir. En même temps, il y a une fierté pour la tour du CN. J'en parlais au début, mais je me souviens la dernière fois C'est un fait d'armes. C'est un fait d'armes même qui s'est rendu jusqu'à Joe Biden dans le temps. Je pense que Justin Trudeau t'a présenté un peu comme... Mon ministre de l'Environnement, celui qui avait fait... C'était comme un trophée. Un vrai militant. Oui, un vrai de vrai militant. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Greenpeace m'a rendu hommage. Un de mes anciens collègues de Greenpeace, il a fait une vidéo à la base de la tour du CN et il a terminé en montrant la tour puis il dit « La tour est encore là, Steven. » Si tu changes d'idée... on va y revenir, mais là, tu vas redevenir... on peut pas dire on présume que le militantisme fait partie de toi, simple citoyen, mais on n'est pas à grimper des affaires là, pour l'instant. Non. Tu tires un bilan, somme toute, est-ce que tu tires un bilan, somme toute, positif? Parce que je sais que tu voulais, tu en as souvent parlé, on en a même déjà parlé, tu voulais changer les choses de l'intérieur. Est-ce que 7 ans plus tard, tu sors de là un peu amer? Pas du tout. Non. Et même, ça pourrait surprendre certaines personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, mais moi, je dirais largement mission accomplie. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Alors, les reculs qu'on connaît présentement, c'est sur la question du climat. Mais sur la question de la biodiversité, le premier ministre Carney continue dans la lignée de ce que Justin Trudeau avait fait. Sur cette question-là, le Canada est devenu un leader international. Ce qu'on fait en matière de conservation et de réconciliation, ça fait école partout sur la planète. À aide internationale dans la lutte au changement climatique, on a augmenté notre contribution au Canada, alors que la France, la Grande-Bretagne ont diminué les leurs. Les États-Unis ont complètement aboli ça. Donc, il y a quand même il y a des sujets où on continue de faire du progrès.
Et sur la question du climat, ça va paraître paradoxal, mais je dirais mission accomplie aussi, parce que sous l'ère de Justin Trudeau, pour la première fois de l'histoire de notre pays, on a montré que à travers les politiques publiques, on pouvait réduire la pollution. On n'avait jamais fait ça au Canada auparavant. Et là, on sait comment faire. Bon, tu vas me dire, oui, mais il y a plein de ces mesures-là qui sont défaites présentement. C'est vrai. Mais on a... Puis je dis « on », là, parce que c'est pas juste moi, là, tu sais. Mais on a écrit le livre, on a écrit la carte routière de comment on s'attaque à la pollution dans le secteur de l'automobile, dans le secteur des raffineries, dans le secteur du ciment, dans le secteur même dans le secteur du pétrole et du gaz. On a réussi, sous les années de Justin Trudeau, à réduire les émissions. Pas beaucoup, pas assez vite. Ouais. Alors, si... Tu sais, moi, c'est ce que je retiens de mes années en politique. Puis là, bon, je suis arrivé à un point où je ne pouvais plus cautionner ce qui se faisait, mais c'est pas un constat d'échec pour moi. Non, puis on sent, bon, là, tu fais référence beaucoup aux années Trudeau. Je pense qu'il y a un changement de cap avec les années Carney, ce qui fait qu'on a cette conversation-là présentement. Je te cite en mêlée de presse dans la foulée de l'annonce de ta démission. Je ne me sens pas trahi. C'est certain que je suis déçu de certaines décisions aient été prises de cette façon-là. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais quand j'ai fait la campagne. Le virage que prend notre gouvernement en surprend plus d'un. De quel virage est-ce qu'on parle ici? Bien, je l'ai dit à plusieurs reprises, là, mais si on regarde notre plateforme électorale qui n'est pas si vieille que ça, là, ça date d'à peine 1 an, la dernière élection fédérale, la question des changements climatiques revenait 28 fois dans la plateforme. Le mot pipeline n'apparaissait pas dans cette plateforme-là. Or, lorsqu'on regarde ce qui se passe présentement sur les questions énergétiques, puis c'est pas encore une fois pour dire que tout est noir, parce que le Canada continue d'investir dans les technologies propres, dans les énergies renouvelables, mais on prend un virage pour faire plus d'hydrocarbures, plus de pétrole. Il y a l'idée d'un pipeline avec l'Alberta. Puis ça, c'est pas des choses sur lesquelles on a fait campagne. C'est pas ce qu'on a dit aux Canadiens, aux Canadiennes lors de la dernière élection. Le premier ministre, pour toutes sortes de raisons, donc, a décidé de prendre ce virage-là. Et moi, je ne pouvais plus endosser ça. Ouais. Écoute, pour tous ceux qui étaient occupés à regarder les Canadiens manger une claque contre Caroline, il y a les reculs que tu dénonces. Il y a l'abolition de la taxe carbone. Pour les consommateurs. Pour les consommateurs. L'abandon du plafond d'émissions. La suspension de la cible pour véhicules électriques. Des dossiers que tu avais poussés quand même sous l'ère Trudeau. Ouais. La proposition d'affaiblir le processus d'évaluation environnementale. C'est un peu ça, là. Oui. Bon, sur les véhicules, par exemple, sur les véhicules électriques, on a abandonné nos cibles de vente de véhicules électriques pour les remplacer par des standards d'émissions qui sont pas aussi... Le résultat n'est pas aussi ambitieux que ce que moi j'avais proposé, mais on perd pas tout à ce niveau-là. Donc, on va continuer de inciter, voire forcer les fabricants d'automobiles à mettre plus de véhicules, à la fois des véhicules à essence plus efficaces sur le marché canadien, puis plus de véhicules hybrides rechargeables et 100% électriques. Ouais. On n'arrivera pas au même résultat que ce que j'avais proposé, mais dans ce cas-là, on ne perd pas tout. Ouais. Écoute, mais il y a beaucoup de recul, tu as raison. Il y a beaucoup de recul. Et en entrevue à Cube Radio, écoute, je veux juste voir si tu as été bien cité là-dessus. Tu as affirmé que ces reculs-là étaient presque pire que ceux observés aux États-Unis sous Trump, ce qui me semble exagéré dans l'optique où il flirte avec le négationnisme. Oui. Là. C'est important de comprendre le contexte. Là, donc, par rapport à la question des États-Unis, Canada versus États-Unis, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, on produit encore beaucoup d'électricité en brûlant du charbon. Ouais. Ça se fait un peu au Canada, mais au Canada, notre parc de production électrique est à 84% non émetteur. Ouais. Beaucoup de renouvelables, comme de l'hydroélectricité au Québec, de l'éolien, du nucléaire. Puis là, après, on peut avoir un débat sur le nucléaire si on veut, mais ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Alors qu'aux États-Unis, donc, beaucoup de charbon, et ce charbon-là est en train d'être éliminé de la production d'électricité, remplacé par du gaz, de la production d'électricité au gaz, et des renouvelables. Alors, et ça se passe malgré Donald Trump,
en dépit de Donald Trump, parce que c'est beaucoup des incitatifs locaux, c'est des questions de qualité de l'air dans des municipalités, dans des comtés, dans des États américains. Ce train-là est en marche. Ce train-là est en marche. Les renouvelables sont beaucoup moins chers maintenant que même le gaz ou le charbon. Alors, je ne suis pas en train de dire que Donald Trump en fait plus pour la lutte au changement climatique que Mark Carney. Pas du tout. Et même que sous Mark Carney, on va continuer de lutter contre les changements climatiques, mais à une vitesse bien moindre que ce qu'on faisait sous Justin Trudeau. Oui. Écoute, le chroniqueur politique Dimitri Soudas n'était pas tendre. Il y a 98.5. Un grand fan de moi. Non, on sait ses allégeances aussi conservatrices, mais il a quand même qualifié ton passage en politique de net zéro à cause du démantèlement de tout ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue, tu as mis beaucoup de choses en place sous l'ère Trudeau, puis on sentait que tu avais les coups des franges et surtout le support de ton chef. Si le nouveau chef est en train de tout mettre la hache là-dedans, c'est un petit peu décevant malgré tout. Encore une fois, je nuancerais parce qu'on ne met pas la hache dans tout. On garde la tarification du carbone industriel, quoiqu'on retarde de 10 ans l'application aussi ambitieuse que ce qu'on avait fait sous Justin Trudeau. Ouais. On garde la norme sur les carburants propres pour forcer les raffineries à réduire leur empreinte carbone pour la vente de diesel, pour la vente d'essence. Je parlais des véhicules électriques. On garde un règlement sur le méthane, gaz à effet de serre très puissant, donc 28 fois plus puissant que le CO2. On retarde un peu son application, mais on continue d'aller de l'avant. Alors, on va voir là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, les analyses qui vont être faites, mais on va se rendre compte qu'on réduit la vitesse de course en matière de lutte à la pollution climatique d'à peu près la moitié par rapport à ce qui se faisait sous l'ère de Justin Trudeau. Ouais. Je ne veux pas inonder les gens de chiffres, là, mais un peu avant que je quitte comme ministre de l'Environnement, selon l'Institut du climat, qui est une organisation indépendante, en 2030, on s'enlignait pour être autour de moins 36 %, alors que notre objectif, c'était d'être à au moins 40 %. Ouais. Donc, on était proche. On n'était pas rendu, mais on était proche. Ils ont fait le même genre d'analyse en début d'année, avant la signature de l'entente avec l'Alberta, où ils disaient, là, on se dirige plus vers moins 18 à moins 21 sur l'horizon 2030. Donc, on a coupé en deux. Okay. Puis là, on va voir avec les résultats de l'entente avec l'Alberta, ça va être un peu moins de la moitié. Mais donc, on continue à lutter contre les changements climatiques au Canada. On ne perd pas tout, mais on n'atteindra pas nos cibles de 2030, on n'atteindra pas nos cibles de 2035. Même la carboneutralité, on n'y arrivera pas au rythme qui est proposé. Puis ça pourrait changer dans le futur. Alors après ça va affecter des opportunités d'affaires en termes de développement de technologies propres au Canada. Ça va affecter nos relations avec plusieurs de nos partenaires à l'étranger pour qui la lutte au changement climatique demeure une priorité. Je pense à l'Union européenne, je pense à plusieurs pays, plusieurs économies émergentes. Les pays comme la Chine, des pays d'Asie du Sud-Est sont en train de nous dépasser en termes de transition énergétique, parce qu'ils sont tannés de dépendre du pétrole. Ils sont tannés d'importer de l'énergie, puis avec tout ce qui se passe, le prix du baril de pétrole qui monte, ils sont comme, c'est assez. Oui, puis, tu sais, c'est pas mauvais qu'on aille dans les chiffres ou dans les technicalités, parce que tu fais partie d'un petit noyau dur de personnes qui s'y connaissent ici. Je veux dire, pas comme fondateur d'Équiterre, mais aussi, tu conseillais même des gouvernements à l'époque, sous Charest notamment. Donc, je pense que c'est pas inintéressant de décortiquer, parce que ça reste une préoccupation majeure pour, en tout cas, du moins, la communauté d'Urbanium, en général, les jeunes. Et même au Canada, là, présentement, il y a 40 % des Canadiens et Canadiennes pour qui le climat demeure une priorité. Fait que c'est pas la majorité, mais c'est pas zéro non plus. Alors, cette idée-là, puis on l'entend souvent, ce discours-là, que les gens ne se préoccupent plus de ça, c'est pas vrai. Ils sont très préoccupés par d'autres choses aussi présentement, comme les négociations, Donald Trump. Du court terme un peu plus, mais à moyen et long terme. Oui, c'est ça. Étienne Leblanc, à l'émission 24-60 d'Anne-Marie Dussault, disait que tu avais sûrement à travers la gorge l'abandon de Carney sur la taxe carbone. En quoi cette décision-là est concrètement inquiétante? Ça a été un de tes chevals de bataille. Il faut dire que la tarification carbone avait été adoptée avant que j'arrive. Donc, c'est dans le premier mandat de Justin Trudeau. Moi, j'arrive en 2019. Mais j'ai travaillé beaucoup sur sa mise en œuvre, à renégocier avec des provinces son application, même avec l'Alberta de Danielle Smith. Elle aimerait probablement mieux se faire arracher une dent en frette que d'avouer qu'elle a négocié avec moi l'application de la tarification carbone en Alberta. Mais c'est vrai.
tout ça commence quand, sous le gouvernement Trudeau, on décide de créer une exemption pour l'application de la tarification pour les consommateurs, pour les gens qui se chauffent à l'huile. Ouais. Pour le chauffage à l'huile, il y avait beaucoup de grogne en Atlantique, dans les provinces atlantiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se chauffent encore à l'huile là-bas. Proportionnellement, là, il y en a plus au Québec au total, mais proportionnellement, il y en avait beaucoup. Puis on a décidé de créer une exemption en disant, c'était cousu de fil blanc. Là, ouais. On disait que c'était pas à cause de la grogne, mais c'était vraiment à cause de la grogne. Et à ce moment-là, Mark Carney, qui n'était pas premier ministre, avait publiquement dénoncé ça. Il avait dit, moi, si j'étais là, j'aurais pas fait ça comme ça. C'est important, ce système-là, on va le garder, on va garder son intégrité. Mais quand la course à la chefferie du Parti libéral, donc quand Justin Trudeau annonce qu'il quitte, la course à la chefferie du Parti libéral commence, tous les candidats et candidates disent, je devrais dire les principaux, donc Mark Carney, Chrystia Freeland, Karina Gould, annoncent toutes et tous qu'ils vont abandonner le volet consommateur de la tarification carbone parce que c'est devenu trop impopulaire. Alors moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste au parti puis je vois, est-ce que je peux continuer de faire avancer les choses malgré cette défaite-là? Ouais. C'est ça qui est toujours un peu le dilemme en politique. Tu veux essayer d'avoir une vision globale de ce qui se passe. Puis tu vas regarder, OK, c'est quoi l'ensemble des mesures qu'on a? Puis des fois, tu perds des batailles, Baie du Nord, par exemple, mais tu dis, OK, mais oui, j'ai perdu Baie du Nord, mais on a un plan de lutte au changement climatique. On s'attaque à la pollution dans plein de secteurs. Ouais. Bon, OK, je vais rester. Même chose pour la tarification carbone pour les consommateurs. Tu dis, bon, OK, je perds ça, mais on a encore un plan robuste, on a plein d'autres éléments, puis c'est une portion non négligeable de notre plan, mais on peut peut-être se refaire ailleurs. En serrant la vis sur d'autres mesures. Il y a un jeu de négociation, puis Ouais. Donc, c'était une défaite, certainement, mais je me disais, perdu une bataille, pas perdu la guerre, on continue. Mais là, évidemment, au cours des derniers mois, avec le démantèlement ou l'annonce du démantèlement d'une mesure après l'autre, là, pour moi, ça devenait difficile de rester. En fait, le clou dans le cercueil, ça a certainement été cette entente de principe sur l'énergie avec l'Alberta qui pave la voie à une construction d'un oléoduc vers le Pacifique. En quoi ça devenait intenable de cautionner ça ou de rester là pour toi après ça? Bien, d'abord, puis moi, comme je te disais, j'ai déjà négocié des ententes avec des provinces, même avec l'Alberta de Danielle Smith. Alors, je ne suis pas contre l'idée qu'on fasse ce genre de négociation-là, que le fédéral fasse des deals comme ça. C'est tout à fait normal. Là où je trouve ça plus difficile, c'est qu'on était prêt, pour avoir une entente avec l'Alberta, à démanteler l'ensemble de notre plan de lutte au changement climatique parce que Danielle Smith nous le demandait. Puis l'idée que on va acheter un pipeline, puis que là, ça va acheter la paix avec l'Alberta, que ça va aider avec le mouvement séparatiste. Tu sais, comme disent nos amis anglophones, been there, done that, got a T-shirt. Je veux dire, on a acheté un pipeline en 2018, ça devait aider le NPD en Alberta, ça devait aider avec le mouvement séparatiste. L'élection suivante, on a perdu tous nos sièges en Alberta. On a perdu tous nos sièges dans les prairies. Rachel Notley, la première ministre néo-démocrate, avec qui on s'entendait plutôt bien, a perdu ses élections. Puis là, aujourd'hui, on a Danielle Smith. Le mouvement séparatiste ne s'est pas éteint parce qu'on a acheté un pipeline. Puis là, on va refaire la même affaire. Puis on pense qu'on va arriver à des résultats fondamentalement différents. Tu trouvais que tu jouais dans le même film? On a essayé de m'expliquer. Je ne comprenais pas quand on a essayé, puis je ne comprends toujours pas. Tu as comparé le protocole d'entente avec l'Alberta à une vente au rabais, allant même jusqu'à affirmer que Mark Carney allait plus loin que Stephen Harper dans sa volonté d'assouplir les évaluations environnementales. Ça, c'est séparé. Ben, en fait, je dis ça. Dans l'entente avec l'Alberta, il n'y a rien sur la question de l'évaluation d'impact environnemental. Par contre, ce qu'on comprend, c'est que l'Alberta voulait des changements, mais ce n'est pas dans le protocole d'entente. Le gouvernement Carney a présenté il y a un mois un document de discussion sur des réformes à l'évaluation d'impact en environnement. Et c'est là où j'ai comparé. Ce que j'ai dit, c'est que ce qui est proposé par le gouvernement Carney en termes de réforme et d'abolition à toute fin pratique de l'évaluation d'impact environnemental, ça va plus loin que ce que Stephen Harper a proposé. Factuellement, quand tu regardes le document, c'est vrai.
Là, c'est un document de discussion. Alors, on ne sait pas exactement ce que le gouvernement va faire. Il y a un projet de loi qui devrait être déposé. Puisqu'on comprend, il va être déposé à l'automne. Donc, c'est sûr que je vais continuer de suivre ça de près. Mais dans le document de discussion, il y a un principe fondamental dans la loi canadienne sur la protection des espèces, qui est le principe de ce qu'on appelle en anglais le test. La traduction, c'est le test de survie, je pense, en français, le Jeopardy test. Donc, tu ne peux pas, au nom d'un projet, peu importe lequel, permettre que la disparition d'une espèce. Alors, tous les projets qu'on fait ont des impacts sur l'environnement, que ce soit un métro, des éoliennes, peu importe. Mais tu peux, dans la loi, tu dis, bien, si un projet va mener à la disparition d'une espèce, on ne fait pas le projet. Là, ils veulent se donner le droit de lever l'application de ce principe-là de la loi sur les espèces en péril. Et ça, pour moi, je veux dire, Stephen ne peut jamais aller aussi loin que ça là, dans ses propositions. Dans cette volonté-là, peut-être que je suis dans le champ, j'ai vu un parallèle avec la CAQ qui avait confié à un Bernard Drinville fraîchement élu, ministre de l'Environnement à ce moment-là, la mission de réduire les délais de conformité, couper dans la bureaucratie. Tu sais, on dirait que c'était sa mission première. Et, je pense qu'on n'a pas eu de ministre de l'Environnement pendant un bout de temps au Québec, si je peux me permettre. On en avait un de nom, là, mais et son discours, est-ce que je peux me permettre de m'adresser directement à Bernard? Parce que Bernard aime ça, Alors, mon cher Bernard, ton discours sur l'équilibre, parce que c'était ça quand il était ministre de l'Environnement, c'est très important, l'équilibre. Je m'excuse, là, mais ça fait des années et des décennies qu'on travaille à favoriser l'économie au détriment de l'environnement. L'idée que, puis on entend ça souvent au Québec, il n'y a pas une job qui va se perdre pour protéger un caribou. On a perdu à peu près presque 50 000 jobs dans les 30 dernières années dans le secteur de la forêt au Québec pour ne pas protéger un caribou. Il en reste 9 en Abitibi, il en reste 12 en Gaspésie. Or, c'est pas vrai que c'est au nom de la protection de l'environnement qu'il y a des jobs qui se perdent dans le secteur de la forêt. On a dû fermer l'usine de crevettes à Matane parce qu'il n'y a plus assez de crevettes dans le fleuve Saint-Laurent puis dans le Golfe. Alors, Bernard, il n'y en a pas d'équilibre. Enlevons-nous ça de la tête, là. Il y a un très, très gros déséquilibre en faveur de l'économie et contre l'environnement. Et comment on peut vouloir bâtir une société prospère si on fait ça au détriment des conditions de vie sur Terre? Moi, je ne comprends pas. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que l'environnement, c'était quelque chose qui était, je ne veux pas dire à la mode, mais à un moment donné, c'était sur toutes les plateformes. C'était très, je veux dire, ça clignotait en LED ballon. Et maintenant, on dirait que c'est le caillou dans la chaussure des décideurs pour mener à bien des projets économiques. Donc, il y a cette équation-là qui est faite. Ah ben là, l'environnement va encore nous mettre des bâtons dans les roues, mais ça devrait pas être ça. Si j'extrapole, Stephen, est-ce que l'environnement, c'est encore une priorité gouvernementale? Peu importe le palier politique. Là? Ça l'est beaucoup moins que ça l'était. Absolument. Puis bon, j'essaie, je pense que souvent, dans ces débats-là, on a tendance à être trop blanc ou noir. J'essaie d'être quand même nuancé, mais clairement, ce n'est... Sous le gouvernement de Justin Trudeau, tu peux dire ce que tu veux, mais la question du climat était toujours parmi les 2 ou 3 priorités gouvernementales. C'était pas tout le temps numéro 1, mais c'était tout le temps dans le top 3. Là, c'est relégué au 2e, voire 3e rang des priorités. C'est vrai dans la plupart des provinces. Là, on connaît des reculs en Alberta, on connaît des reculs en Saskatchewan, on connaît des reculs en Ontario, en Nouvelle-Écosse, par exemple. Donc, puis au Québec aussi. Et c'est tragique de voir que nos décideurs ne sont pas capables de comprendre que on ne peut pas avoir une économie robuste si on détruit l'environnement. C'est pas possible. On ne peut pas avoir des jobs prospères puis on le voit dans le secteur de la forêt, on le voit très bien, là. Pourquoi est-ce que ça va pas bien dans le secteur de la forêt? Il y a plein de facteurs, mais notamment le fait qu'on a trop coupé, puis que là, les compagnies doivent faire des centaines de kilomètres pour aller chercher du bois. Ça leur coûte plus cher. Les arbres sont de plus en plus petits parce qu'ils sont de plus en plus loin, parce qu'ils n'ont pas le temps de pousser. Donc, on a fait une vente de feu, puis là, on se demande pourquoi on est dans le trouble aujourd'hui.
paradoxalement, on impute ça à des enjeux économiques. Dans un reportage publié dans la presse, on cite une source qui affirme que le changement de ton envers l'environnement, c'est lié à la guerre commerciale avec les États-Unis. Puis il y a aussi un constat que le gouvernement de Trudeau voulait peut-être aller trop vite avec ses politiques environnementales. Tu t'en penses quoi? Moi, j'ai l'impression qu'on dirait qu'on met les deux séparés alors que les deux pourraient aller de pair, l'économie puis l'environnement. Exactement. Et je comprends, je veux dire, j'ai été au cabinet, je comprends les impératifs de la guerre commerciale, mais de penser que en faisant fi de l'environnement, tout va bien aller, puis on va... Je vais donner un autre exemple. Moi, j'ai appuyé à la fois comme ministre et comme député la décision du gouvernement d'investir massivement en défense, compte tenu des impératifs face à l'OTAN, les pressions américaines, ce qui se passe dans le monde. Mais quand tu regardes fondamentalement, présentement au Canada, là, est-ce qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui ont été déplacées au pays à cause de la Chine, à cause de l'Iran, à cause de la Russie? La réponse est non. Il y a de l'ingérence de tous ces pays-là, mais des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, il y a des milliers et des dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées maintenant année après année à cause des feux de forêt, à cause des inondations, à cause des vagues de chaleur. Et c'est comme si, ça c'est correct, c'est normal. Le Bureau de l'assurance du Canada nous disait au début des années 2000 que le coût des catastrophes naturelles, en moyenne au pays, c'était 300 millions par année. Puis ça, on paye tout ça, nous autres. Là, tu payes ça sur tes primes d'assurance, tu payes quand le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada est obligé de rembourser quelqu'un qui a perdu sa maison, une entreprise qui a subi des dommages. En 2023, on était à 4 milliards. On est passé de 300 millions par année à 4 milliards. En 2024, 8 milliards. On paye tout et tout. Il n'y a personne qui reçoit une facture à la maison pour dire, voici, mon cher Hugo, ta facture cette année pour le coût des catastrophes naturelles, mais on paye tout pour ça. Puis c'est tangible, là, je veux dire, depuis le début de ton militantisme, les feux de forêt, c'est plus ce que c'était. Non. Il y a en 2022-2023, c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'on déploie les forces armées canadiennes dans 4 provinces en même temps. Ça arrivait de temps en temps qu'on envoyait les forces armées dans une province ou une autre, mais 4 provinces en même temps, c'est jamais arrivé. Puis là, c'est presque d'année en année qu'on est obligé de faire ça. Et je pense que même d'affirmer ça, c'est rendu... C'est polarisant, parce qu'il y a des gens qui vont être qui vont dire que c'est exagéré, que c'est faux, c'est pas à cause de ça. Ah oui, les conservateurs disent que c'est de ma faute. Moi je suis un pyromane. C'est moi qui ai mis le feu à Jasper en 2023, qui a fait brûler une partie du parc national. Mais on rit, mais c'est un fauteuil qui n'est pas confortable, celui du ministre de l'Environnement, dans un pays comme le Canada. C'est ton ancienne... l'ancienne ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, qui disait que des menaces de mort, tout ça, c'est des choses qui font partie de la job. C'est des choses que tu as vécues probablement. Oui. Je dirais par contre, Catherine a été une alliée incroyable. Je pense que ça a été pire pour elle parce que c'est une femme. Encore pire que moi, mais oui, des menaces de mort. L'ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, qui était de passage au Canada il y a 2 ans dans une conférence avec Daniel Smith, elle lui avait demandé de mettre une cible sur mon dos, mais pas au sens figuré, au sens propre. Alors, on avait même pensé porter plainte à la GRC à ce moment-là, mais on ne l'a pas fait parce que Mme Smith s'en serait servie. Elle aurait dit, je suis une victime, grand méchant gouvernement fédéral qui cherche à limiter mon droit de parole. Alors, on a décidé de ne pas le faire. Mais je dirais que c'est pas unique au Canada. J'ai un réseau d'amis qui sont ministres de l'Environnement, qui ont été ministres de l'Environnement un peu partout sur la planète. C'est difficile partout. Je n'ai pas un ministre de l'Environnement à qui j'ai parlé qui me dit « moi c'est facile, 2 pieds sur le bureau, puis easy peasy. » là. Mais c'est sûr que c'est un défi particulier au Canada parce qu'on est un grand producteur de pétrole et de gaz. On est le 4e plus grand producteur de pétrole et de gaz au monde. Il y a des régions, des municipalités qui dépendent beaucoup de ces ressources-là. Puis l'idée de la transition énergétique, c'est très abstrait. Tu sais, si tu es un travailleur dans les sables bitumineux puis tu es payé 150 180 000 $ par année, puis on dit tu vas être obligé de faire d'autres choses, puis d'autres choses-là, tu sais pas c'est quoi, tu comprends pas ça. Tu sais, une éolienne, des panneaux solaires, du stockage énergétique. Je comprends que ça peut être insécurisant, mais la réalité, c'est qu'on se dirige, tu sais, en 2017, une voiture sur 70 dans le monde était électrique.
Aujourd'hui, une voiture vendue dans le monde, une sur 4 est électrique. Ben, en fait, je dis aujourd'hui, là, c'est des chiffres de fin 2024, donc ça date déjà un peu. Il y a 10 ans, pour $1 investi dans le pétrole, dans le monde, il y avait $1 investi dans les renouvelables. Aujourd'hui, c'est 2 pour 1 en faveur des renouvelables. Alors, la demande de pétrole va plafonner 2030, 2031, 2032. Puis là, comment on va gérer ce déclin-là? On a 2 options. C'est pas compliqué. Soit c'est le marché qui gère ça, puis le marché, il se fout des impacts sur les travailleurs, il se fout des impacts sur les communautés, sur les provinces qui vont être touchées par ça. Soit, comme gouvernement, on prend nos responsabilités, puis on dit, bon, ben ça s'en vient, on peut jouer à l'autruche autant qu'on veut. Alors, préparons-nous, mettons en place des plans. Commençons à travailler avec les gens puis les communautés qui vont être impactées. Ça va être inconfortable, ça va être des discussions qui vont être parfois difficiles, mais c'est ça où on frappe le mur pour ces gens-là, tu sais. Oui, puis c'est tragique un peu d'entendre quelqu'un qui tient ton discours puis qui sort de l'arène politique. Je pense qu'on peut... J'estime, peut-être à tort, avoir fait œuvre utile avant d'être en politique sur ces questions-là. Puis je pense qu'on a besoin de toutes sortes de monde dans toutes sortes de milieux sur ces questions-là. Il faut des gens dans des banques qui poussent là-dessus. Ça prend des gens dans nos institutions, ça prend certainement des gens en politique, ça prend des gens dans les ONG, dans les médias qui parlent de ces questions-là. Ouais. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Fait que c'est pas la fin pour moi là, de cette bataille-là. Tu t'en vas pas tranquille. Je dirais Voltaire, je m'en vais pas m'occuper de mon jardin. Cultiver ton jardin. Quoi que ça serait l'affaire la plus ex-ministre de l'Environnement, par contre. Très bon. J'ai du travail à faire là-dessus. Dans ton discours de départ, tu affirmes que la lutte pour notre planète est le combat de notre génération. Qui va le mener, ce combat-là, d'abord? Sur la scène politique, je pense. Bien, la décision de quitter, c'était une décision, évidemment, éminemment personnelle. Moi, j'ai plusieurs collègues qui sont toujours membres du Parti libéral, des députés, pour qui ces questions-là sont importantes. Puis, ces gens-là prennent la décision de rester en disant, moi, je vais continuer de me battre de l'intérieur. Puis, je peux très bien comprendre qu'ils arrivent à une conclusion qui est différente de la mienne, puis qu'ils fassent le choix. Moi, je l'ai fait pendant 7 ans. Plusieurs de ces personnes-là viennent d'arriver en politique. Donc, je pense que on a besoin moi, je passe le flambeau, en quelque sorte. Oui. Écoute, on sait quand même, on sent le fossé entre toi et Mark Carney juste sur vos utilisations respectives du mot « vie ». Suite à l'annonce de ton départ, je me suis amusé à analyser les mots. Tu as déclaré avec émotion, je te cite, « Ce fut l'honneur de ma vie de représenter ma communauté et mon pays ». Puis le premier ministre, lui, sa réaction, ça a été « c'est la vie ». En réaction à ton départ. Je trouvais ça poche comme réaction. Puis, tu sais, même les banquettes libérales, je sais pas, on dirait que... Moi, je voyais ça comme un moment quand même... inquiétant, tu sais, quand que la personne, probablement une des personnes les plus qualifiées au pays en matière environnementale, s'en va comme ça, un peu échaudé, mais un peu tu sais, échaudé par des politiques, ben, je serais inquiet, moi, si j'étais la classe politique présentement. D'abord, j'ai eu un très, très grand appui de mes collègues du caucus libéral. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en chambre avec moi pour mon discours de clôture, des ministres, des anciens ministres, des collègues du caucus. Le Bloc québécois, le NPD, les Verts on fait des discours très élogieux à mon endroit. Le critique du Bloc québécois en matière d'environnement, mon ancien collègue du milieu environnemental québécois, Patrick Bonnet, a dit que j'ai été le meilleur ministre de l'Environnement de l'histoire du pays. Elisabeth May aussi, Christy Ferguson de Greenpeace Canada, Justin, bien sûr, Catherine McKenna. Tu as eu beaucoup de bons mots. Oui, et je comprends. Le premier ministre, c'est vrai qu'il a dit ça, c'est la vie, mais il a aussi émis une déclaration qui était très élogieuse également, où il me remerciait pour tout le travail que j'ai fait. Puis, tu sais, t'es le premier ministre, t'as pas vraiment le choix d'essayer de minimiser ça. Je vois difficilement le premier ministre dire « Ouais, c'est vraiment tough, ça n'a pas de bon sens. » Il est un peu... je pense pas qu'il fait dire autre chose que c'est la vie.
Oh oui. On rêve quand même du moment où un premier ministre va dire on aurait aimé ça le garder dans notre équipe. Je garde une relation courtoise avec le premier ministre. On a continué de se parler quand j'ai quitté le cabinet. On a continué de me consulter sur plusieurs choses au cours des derniers mois. Ouais. Certaines choses où j'ai eu de l'influence, d'autres, de toute évidence, comme sur la question du climat, où j'en ai pas eu. Donc, tu fermerais pas la porte si le téléphone sonne. Écoute, Steven, on a des questions. Absolument. Okay. Absolument. J'ai l'impression qu'on t'a beaucoup critiqué au début, quand t'es rentré en politique comme ministre du patrimoine. J'étais de ceux qui étaient comme « Pourquoi? » Malgré ton expertise. L'achat du gouvernement Trudeau du pipeline Trans Mountain, une décision que tu as désapprouvée, mais qui allait malgré tout de l'avant. Et j'ai l'impression que tu as gagné ensuite en respect, en claquant la porte du Conseil des ministres l'automne dernier, pour rester en phase avec tes convictions. J'imagine que tu as senti ce vent-là tourner en ta faveur? Je pense que, même avant mon départ du cabinet, il y a plusieurs écolos, notamment, qui, publiquement, ont salué mon travail à l'environnement et certaines même déclarant que j'ai été le meilleur ministre de l'Environnement. Je pense à représentant du réseau Action Climat, d'Environmental Defense. Donc, c'est sûr que le fait de quitter le cabinet sur une question de principe a fait en sorte que, aux yeux de plusieurs, je pense qu'il y a des conservateurs qui sont en désaccord avec moi sur à peu près tout, qui sont venus me voir pour me féliciter, pour me dire, exactement ça. Tu tiens ton bout. Je suis en désaccord avec à peu près toutes tes politiques puis tous tes points de vue, mais je respecte le fait que quelqu'un prenne une décision sur la base de ses principes. Et ça, je pense que ça arrive pas... je ne veux pas dire que les gens n'ont pas de principe en politique. Pas du tout, mais c'est rare dans notre système politique que quelqu'un claque la porte du cabinet comme ça sur la base de ses principes. Ça arrive une fois aux 20-25 ans. Marc-André Vigneault, le directeur d'Équiterre, Marc-André Vigneault a mentionné que tu es arrivé à mettre en place des politiques efficaces, mais que tu n'as pas eu le temps de les appliquer. Il était déçu de ça. Ça serait quoi le legs Guilbeault en environnement? Je suis d'accord avec lui. Je pense que si on avait pu maintenir en place ces politiques-là, on aurait pu voir qu'on était capable d'avoir une économie en croissance, d'avoir une économie prospère, de créer des emplois, tout en réduisant la pollution. Et c'est ce qu'on a réussi à commencer à faire sous les années Trudeau. Il fallait en faire beaucoup plus. Écoute, je suis pas sûr que... Je pense que quand la poussière va retomber, on pourra peut-être prendre du recul puis voir c'est quoi le bilan. Mais j'en parlais plus tôt. Le fait, pour la première fois dans l'histoire, d'avoir démontré que par les politiques publiques, on peut réduire la pollution. Puis en 2024, le Canada est arrivé au 3e rang mondial à des pays en termes d'investissement étranger. Donc, après les États-Unis et le Brésil. Alors, cette idée-là que notre plan de lutte au changement climatique nuisait aux investissements, ça ne tient pas la route. Ça ne se vérifie pas dans les faits. Si je n'étais pas allé en politique, je n'aurais pas pu aider à convaincre 196 pays en décembre 2022 à quelques coins de rue d'ici. La COP 15. La COP 15. Donc, aider à convaincre 196 pays de protéger 30% de la planète. Tu avais quoi, 6 mois pour faire ça? J'avais 6 mois. Là où normalement, ces conférences-là, l'organisation de ces conférences-là, ça prend 1 année, voire 2. La lutte à la pollution plastique, l'élimination de plastique à usage unique, l'inscription du droit à un environnement sain dans les lois canadiennes, ça ne s'était jamais fait auparavant. Donc, je pense que mon premier projet de loi, quand j'étais au patrimoine, ça a été la mise en place de la Journée sur la vérité et la réconciliation. Donc, je pense qu'il va rester beaucoup de choses de mon passage en politique, des choses qui vont me survivre. Évidemment, pas tout, mais j'ose espérer que les gens feront un bilan positif, mais je pense qu'on verra avec le temps. Steven, tu as 4 enfants. Faire de la politique, c'est un grand sacrifice familial. Tu rentres chez toi, quelle leçon pour eux? Comment tu leur expliques ce qui se passe là? Mes enfants ont entre 17 et 27 et ils ont été... C'est vrai qu'on est vieux, hein? J'oublie tout le temps qu'on vieillit. Je t'imaginais à 4 pattes dans le salon. Non, c'est OK. Plus je pense qu'ils peuvent lire les journaux. Oui, puis ils ont été tout au long de ces 7 années-là et notamment au cours des 6 derniers mois, la décision de quitter le cabinet, puis là, plus récemment, la décision de quitter la politique. Ils ont été des alliés incroyables. Mon fils qui travaille en politique à Ottawa à temps partiel parce qu'il est encore aux études, là, mais qui est passionné par ça. Lui aussi, là, je
Je pense que c'était difficile pour lui parce qu'il aime ça, parce qu'il en mange, il est très bon, il comprend, il connaît ça. Mais ils ont été des alliés incroyables. Mmh. Dernière question, je vais te poser, je pense, la même que je t'ai posée il y a 2 ans. Je t'avais demandé si ça se pouvait être militant et politicien. Tu me disais oui dans ce temps-là. Puis à cette heure? 100%. Absolument. Puis je pense qu'on en a besoin de plus, de gens qui partagent nos valeurs, que ce soit sur les questions sociales, sur les questions d'équité, sur les questions d'environnement. La politique, c'est difficile, c'est exigeant, on en parlait, mais c'est aussi parfois un lieu, un forum où on peut arriver à faire de grands changements, de grandes choses qui ont des impacts sur des millions, voire des dizaines de millions de personnes. Bonne continuation, Steven. T'es encore jeune, fait que tu vas sûrement finir dans une émission genre Les Ex, je sais pas quoi, Radio-Canada. Relativement jeune. Oui, fait que merci. Merci beaucoup, Hugo. Merci.